la soirée, la très belle soirée d'ouverture et de présentation du colloque, la grande majorité de nos intervenants étaient présents autour du doyen, le professeur Bouembabon. C'est rare de se retrouver pour parler entre nous de ce que nous sommes et de nos problématiques, tout simplement. Alors nous l'avons préparé, ce moment tant attendu, ensemble, parce que c'est un travail d'équipe, même si je suis là devant vous ce soir pour parler, mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui a germé il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois, venant du professeur Bouembabon qui est là. Vous voyez, il marche à peine. Il a 80 ans, cette année. Mais il a accepté de venir. Il m'a dit, je viendrai en Guadeloupe, sans doute pour la dernière fois. Et quand il a dit ça, on s'est dit, mais non, il faut nous faire. Voilà. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent en Guadeloupe pour le mois de l'Afrique. Certains d'entre vous l'ont déjà vu ici. Mais à chaque fois, il avait une forme d'insatisfaction. Il disait, oui, ok, j'arrive, je fais des conférences, on parle, et puis on se sépare, et c'est tout. Je n'ai pas l'occasion de rencontrer mes frères et sœurs pour échanger comme ça, en aparté, parler les yeux dans les yeux. Et donc, c'était un besoin du professeur Bouembabon. Nous en avons discuté entre nous, plusieurs associations. Africa Matatelou, bien sûr, SEMA, dont le représentant est là, Kofi, Tête Collée, dont Johnny, le président, il est là. Nous-mêmes, nous l'avons présenté à la collectivité, à la ville de Saint-Claude, une ville extraordinaire, avec une équipe, un maire extraordinaire, qui nous a accompagnés. Il a accepté de venir en soutien à cette manifestation. Qu'il en soit remercié. Nous en avons parlé ici à Madame Palmis pour obtenir cette salle. Ce n'était pas facile, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, vous savez, les problématiques africaines, lorsque les Africains en Guadeloupe, les Africains de Guadeloupe, veulent parler de leur africanité, ce n'est jamais évident. Quelque chose qui pourrait sembler naturel, eh bien non. Et donc, je remercie toute l'équipe de l'Université Antenne de Saint-Claude de nous avoir fait confiance. Je voudrais aussi enfin remercier l'ensemble des intervenants présents. Ils ne sont pas tous là. Il y en a d'autres qui arriveront plus tard. Monsieur Clapopo, tout juste ici à côté de moi, il vient de la Martinique. Il a beaucoup écrit, il continue à écrire. Il a beaucoup travaillé et réfléchi sur les problématiques qui sont les nôtres. Et donc, on aura la chance de la voir dans certains ateliers. Vous avez vu dans le programme les moments où il sera amené à intervenir et à échanger avec vous. Vous avez ici Jolo, Jean-Luc Divial, que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, vous savez bien, Jolo a fait un travail d'initié. On ne sait même pas comment il a fait pour faire ça. Mais enfin, il a écrit. Alors, moi, j'ai déjà suivi les conférences de Jolo 1-2 fois. Et je suis toujours frappée, je me demande toujours, mais quelle inspiration, mais d'où ça lui vient ça?
c'est l'occasion pour Jolo de s'entretenir encore une fois avec le public de Saint-Claude, le public du Sud Basse-Terre. Je sais qu'il a l'habitude de venir sur Basse-Terre, mais là, c'est un cadre supplémentaire qui est offert à Jolo pour pouvoir expliquer et échanger avec Jolo sur Langano. Parce que nous pratiquons une langue, nous utilisons une langue au quotidien, et parfois même pas. Parce que nombre d'entre nous ont encore des problèmes à utiliser notre langue, et donc lui, il a réfléchi sur notre langue, beaucoup réfléchi, et il continue. Et ça sera l'occasion d'échanger avec lui sur son inspiration et d'où ça lui vient. Quel ancêtre il est allé toucher pour pouvoir pondre ce travail-là. Ça sera l'occasion d'échanger avec Jean-Luc Tivia dit Jolo. Alors, Dami Leko, à côté du professeur Bouemba, il nous vient de la Martinique. C'est Maître Germani. Alors, c'est un Africain, un vrai des vrais. Parce qu'en plus, il est initié. C'est un prince du Bénin. Il vous expliquera comment il a fait depuis la Martinique pour retrouver la trace de ses ancêtres. Et depuis lors qu'il a fait ça, comment il fait, comment il travaille, sur quoi, les champs sur lesquels il s'investit actuellement. C'est quelqu'un aussi qui travaille énormément et qui réfléchit sur notre identité. Et vous allez entendre Dami Leko, Martiniquais comme il dit, mais quand il se présente, il dit « Je suis un Africain sans papier ». Mais je suis un sans-papier. Alors nous, dans nos territoires, on nous parle toujours des Caribéens sans papier et tout. Dami Leko va vous dire « Je suis un Martiniquais africain sans papier ». Il nous dira pourquoi il se présente comme tel. Alors, il y a d'autres intervenants de la Guadeloupe, et notamment Rosan Mounier. Mais j'aurais jamais pu avoir Rosan Mounier si Joseph Biabiani n'avait pas été là. Je dois remercier M. Biabiani, je ne le vois même pas dans la salle. Il m'avait dit qu'il serait là, mais peut-être qu'il a eu un père. Je n'ai pas de mots suffisants pour dire toute ma gratitude envers Joseph. Parce que c'est un papa aussi. C'est un papa pour moi. Souvent quand je lui dis ça, il regarde avec ses yeux amusés et tout. Mais il a une écoute particulière et attentive envers moi. Et c'est souvent qu'on cause de longues heures sur la trajectoire du pays Guadeloupe. Et puis les luttes des paysans du pays Guadeloupe. Parce que c'est un paysan. Ce monsieur est un paysan. Mais avant d'être paysan, c'est un choix de sa vie, d'après ce qu'il m'a expliqué. Et donc, le combat des paysans pour pouvoir avoir de la terre, être propriétaire de leur terre pour travailler, ça c'est important. C'est au cœur de tout. Au cœur de tout. Et il n'y a que ces gens-là, qui sont pourtant que nous côtoyons tous les jours. Mais on se côtoie sans se rencontrer. On se côtoie sans échanger. Mais il faut les écouter. Il faut qu'ils nous parlent. Parce que ce n'est pas quand on va nous dire que Joseph Biabiani est à Aka, au pompe funèbre, qu'on va courir pour aller voir Joseph Biabiani. Pour rencontrer Joseph Biabiani, c'est maintenant. Pour parler avec les aînés, nos aînés. On nous dit qu'il y a chlordécone, que nous sommes tous contaminés par chlordécone. Il semblerait que c'est vrai. Il n'y a qu'à voir, chacun d'entre nous, combien de fois nous passons dans des pompes funèbres par semaine. Combien de fois par semaine? Auparavant, on pouvait faire un mois sans même passer chez AK. Tout le temps. Il faut qu'on s'interroge. Puisque nous sommes tous en train de partir un à un. Nous sommes tous en train de partir. Qui ou jeune, qui ou vieux, tout le monde va passer. Ok? Mais on ne prend pas conscience de ça. Ça veut donc dire que nous devons multiplier les temps de parole, les temps de rencontre
avant qu'il n'aille, que chacun d'entre nous n'aille rejoindre les ancêtres. Parce que de toute façon, on nous a expliqué qu'actuellement, c'est accéléré. Nous allons partir de manière accélérée. Pourquoi? Parce que nous avons déjà bu tant et tant de matière polluée. Comment on va faire pour sortir ça? Donc, on prend acte de cela, mais maintenant, on doit laisser quelque chose aux enfants qui viennent derrière nous. Hier, il y avait la séance des lycéens à la salle Gilles Fleureau à Goubert. Après le film, Black Panther, pour ceux qui connaissent le film, il y avait donc un échange avec les lycéens. Et à la fin, il y a un des lycéens, tout jeune, environ 17-18 ans, il voulait poser une question, parce qu'à la fin du film, on voit bien que le roi, il se trouve à la tribune des Nations Unies, il fait un discours en tant que roi africain à la tribune des Nations Unies, et les représentants des nations occidentales, un Européen qui lève le regard vers le roi qui était à la tribune en disant « Voilà notre contribution au monde, à l'humanité », et l'occidental qui le regarde « Mais qu'est-ce qu'un peuple de bergers comme vous peut bien nous apporter, nous, à ce moment ?» C'était ça la chute du film. Regardez encore le film Black Panther. Et à la fin, on demande aux élèves, mais qu'est-ce que ça vous fait cette fin-là? Est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à apporter au monde, vous qui êtes jeunes et tout ça? Parce qu'il y avait à côté d'eux le professeur Bouemba qui était présent du haut de ses 80 années. Il dit, ah ben écoutez, l'avenir c'est vous, hein, parce que moi je suis vers la sortie. Et le jeune qui prend le micro et qui dit, eh bien vous savez quoi? Nous on est toujours esclaves. Ah ben madame, moi je vous dis, hein, nous on est toujours esclaves. Hein. On lui dit, mais comment ça? Il dit, oui, on est esclave dans la tête, de toute façon. Moi je sais que je suis esclave dans la tête. Parce que moi je sais que je ne peux rien faire. Nous les Africains, nous sommes esclavage mental. Nous sommes des esclaves mentaux. Comment pouvons-nous imaginer? Nous ne nous occupons pas de ce que pensent nos adolescents. Personne ne s'interroge sur cela. Un enfant qui regarde un film, Black Panther, et comme observation, tout ce qu'il a dit, c'est dit, ah ben oui, nous sommes esclaves hein, dans la tête. Madame, je sais que nous sommes esclaves. Hein. Un esclave n'apporte rien. Un esclave, on lui dit, fais ceci et tu fais. Fais cela et tu fais. Mets-toi ici et tu te mets. Donc l'enfant dans sa tête, il attend. On lui a dit de faire des études, il est au lycée. Quand il aura son diplôme, on va lui dire, bon, va chercher du travail. Il n'a pas l'idée de l'action. Évidemment, puisque nous, dans nos communautés, lorsqu'on analyse un regard sur notre actualité, parce que c'est cela, analyser notre actualité pour pouvoir nous projeter au regard de ce que nous sommes en tant qu'identité. Nous questionner notre moi collectif par rapport à notre actualité du moment pour essayer de percevoir l'avenir. C'est cela en commun, puisque nous sommes des Africains. Et c'est la raison pour laquelle dans notre panel d'intervenants, vous avez vu des Africains du continent et des Africains d'ici. Parce qu'on a beau nous dire, ce n'est pas nous qui avons choisi de nous appeler créoles. Ce n'est pas moi qui le dis. Je reprends simplement ce que l'un des intervenants, les intervenants ont analysé et ont dit. Et donc c'est tout cela nos problématiques. Nous voulons nous situer désormais dans l'action de réflexion, et non plus seulement dans la réaction. Nous avons coutume, nous avons pris l'habitude de nous inscrire uniquement dans la réaction. C'est-à-dire que lorsque l'État français ou lorsque Macron dit « mais c'est ça, besoin fait », on réagit. Lorsque le patron a dit « c'est ça », on réagit. En permanence, nous sommes dans la réaction.
La réaction réagit, ça veut dire que quelqu'un d'autre a fait et nous venons pour dire non, ça c'est pas bon, nous voulons comme ça. Bien sûr que nous faisons de plus en plus, mais nous n'avons pas suffisamment de temps d'arrêt où nous mettons ensemble pour réfléchir sur ce que nous faisons. En tant que négro-africains, en tant que peuple, parce que quand on dit négro-africain, il est clair que quand nos ancêtres sont arrivés ici, ils avaient une identité, hein? Mais ils étaient africains. Ils étaient africains. Et ceux qui sont restés sur le continent, ils sont toujours africains. Il n'y a que l'océan Atlantique qui nous sépare. Et on a bien souvent l'impression que nous sommes si éloignés parce qu'on nous a appris ça comme ça. Si on retire l'océan Atlantique d'entre nous, on va voir qu'on est collés. C'est un peu comme si on disait, entre le bras de mer qu'il y a entre la Guadeloupe et Marie-Galante. On ne peut pas dire que parce qu'il y a Marie-Galante de l'autre côté, eh bien les Marie-Galantais, ils ne sont plus Guadeloupéens. C'est un peu ça. Parce que nos ancêtres ont traversé l'Atlantique, on veut nous faire comprendre qu'ils ne sont plus africains au motif qu'on leur a fait traverser l'Atlantique de force. Mais il n'y a que l'océan Atlantique qui nous sépare. C'est tout. Le jour où il n'y aura plus l'océan Atlantique, mais comme au départ, les terres vont se coller. Parce qu'au départ, c'était collé. Donc c'est ça la problématique de ce colloque-là. Et c'est ce à quoi nous vous invitons. Ensemble, pendant ces 3 jours, avec vous et avec eux. Je vais donc, pour l'instant, passer la parole, s'il le veut bien, au doyen des intervenants, qui est là avec nous et qui a accepté de faire le déplacement de la Guadeloupe. À son âge, ce n'est pas facile d'accepter cela. Et vous le voyez là, s'il a accepté de venir, c'est bien que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qui est de la plus haute importance pour lui. Professeur Wemba, vous avez la parole. Eh bien, bonsoir, chers compatriotes. J'avais l'intention de vous souhaiter la bienvenue comme vient de le dire notre petite sœur. Mais je pense que je le ferai par écrit. On le lira dans le document qui sortira. Vous savez, j'aurais vécu toute une vie. C'est pas la première fois que je viens en Guadeloupe. C'est pas la première fois que je vais en Guyane. Je vais en Martinique. Je vais aux États-Unis. Je vais à Cuba. Parce que comme par hasard, cela me prouve que nous avons fait le monde. Et quand on a voulu faire exploser notre peuple, il s'est retrouvé partout. Parce que c'est lui qui a fait le monde. Le problème qu'on nous a fait subir, c'est celui du complexe d'infériorité. Exister sans exister. Exister sans être. Un Chinois, où qu'il soit, est chinois. Et il est fier d'être chinois. Nous, on ne l'est plus. On n'est plus fiers d'être africains. Je me réjouis aujourd'hui d'être en Guadeloupe. Je n'ai pas grandi en Afrique.
parce qu'on a imposé à un territoire africain une guerre incroyable, parce qu'il demandait sa liberté. C'est cette guerre-là qui m'a fait partir très jeune. Je n'ai pas connu ma mère. Et je me suis retrouvé dans le pays de celui qui m'a livré la guerre, qui a livré la guerre à l'Afrique, et qui continue de nous livrer une certaine guerre psychologique, pour nous faire croire que sans lui, nous n'existons pas. Je parle de la France. Dans ma jeunesse, que j'ai dû mener en France, malgré moi, quand nous nous rencontrions, vous et nous, c'était des bagarres. Et moi, je regardais. Souvent, c'est dans les soirées dansant dans les mairies. Je n'avais pas encore 20 ans. Et ceux de l'autre côté me reprochaient de ne pas me mêler de la bagarre. J'ai dit bagarre, je me bagarrer contre qui? Je ne me bagarre pas contre mon peuple. Vous vous bagarrez pourquoi? Les uns qui reprochaient, c'est vous qui nous avez fait ceci, c'est vous qui nous avez fait cela. Qui connaît notre histoire? C'est les autres qui écrivent notre histoire pour nous. Et nous voyons ce qu'ils écrivent. Et je leur dis que je ne tombe pas dans ce piège. Moi, je vous ai vu partir. Dans ma plus tendre enfance, peut-être même avant ma naissance. Et j'ai toujours dit, je leur disais, ce sont des Africains. Les Antilles, c'est pour les Caraïbes. C'est vous vous battez contre vos propres frères et vos sœurs. Et moi, je ne me mêle pas de cette guerre entre frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour ça. Déjà, il y a une guerre que nous menons, celui qui nous a amenés ici. Et je ne veux pas venir encore me battre avec mon peuple ici. Donc, je ne ferai pas cette guerre. Je crois que si j'ai écrit sur votre départ, c'est tout très jeune que je suis allé à Morée. Je suis né vers le sud. Et votre histoire est à Morée aujourd'hui, sous la forme de mon livre. Quand l'Africain était l'ordre de l'Europe. Comment on est venu vous prendre par la violence la plus terrible. Parce que notre peuple n'était pas destiné à faire la guerre. Nous avons une philosophie, nous avons fait le monde, et nous avons accueilli des gens chez nous. Quand vous lirez ce livre-là, peut-être un jour, en principe, il devrait être présent à ce colloque, vous verrez que vous avez offert l'hospitalité à des êtres humains en pensant qu'ils venaient chez vous parce qu'ils avaient faim. Et une fois que vous les avez reçus, vous vous reposez, vous vous retrouvez ligotés et vous amenez à Cuba. Ça, c'est des documents, c'est pas mal préservé. Alors, je suis très content d'être ici aujourd'hui. J'aurais aimé que cette salle fût comble. Bien, mais il vaut mieux la qualité que la quantité. Une quantité sans qualité, ça ne sert à rien. Nous avons notre frère ici, Plapopo, qui a écrit également sur le Yoruba. Ce drame terrible qui s'est abattu sur le peuple africain, mais ça n'a pas commencé que là. Il y a le sac de terre. Quand nous étions déjà en Égypte, on nous cherchait. Et on nous a cherchés, et avec une ingratitude qui était telle que
Quand on nous faisait la guerre, nous décidions que nous étions l'humanité, puisque l'homme est venu d'Afrique. Parce que même ceux-là même qui nous cherchaient des affaires, ils venaient d'Afrique. On les prenait, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas nous vaincre. On les menait dans les temples, dans nos écoles. Les gens comme Pythagore ont étudié en Égypte. Une Égypte nègre qui a inventé les mathématiques. Contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, on nous fait croire que tant que celui qui avait la peau claire n'était pas venu, vous n'avez aucune science. Vous regardez la pyramide d'Égypte, vous regardez le sphinx d'Égypte, il n'a pas de nez, il n'a pas de lèvres. Et allez voir, la plupart des pharaons n'ont pas de lèvres, ils n'ont pas de nez. C'est cassé, c'est curieusement les nez et les lèvres qui sont cassés. Et quand ils vont les rénover, le nez lui fait une peinture, alors qu'avant il était épaté. C'est ce qu'on appelle la falsification de l'histoire. Seulement, ne vous désespérez pas. Il y a quoi, 2 semaines, un document est passé à la télévision française. Les pharaons noirs. Ah, les noirs ont eu des pharaons. On connaît le pays de Candace, où la femme noire avait un empire pendant 2000 ans. Ça s'appelle le Soudan. Notre mère a régné dans le monde. Et ne vous désespérez pas, parce qu'aujourd'hui, si nous nous débarrassons de ce petit complexe qu'on a voulu nous faire comprendre, et c'est ce que je reprochais sur mes compatriotes, nous avons des intellectuels, des anthropologues, et lorsqu'ils font des thèses, parce qu'ils veulent des diplômes qui ne nous apportent rien à notre peuple, ils sont obligés de jouer le jeu de ceux qui nous oppriment. Ils vont faire des thèses sur les Bretons au XIIIe siècle. Alors qu'on peut faire l'anthropologie sur l'Afrique. C'est même là qu'elle est bien appliquée. Donc nous allons arriver à un moment où nos enfants vont prendre conscience que maintenant, il faut faire des travaux sur notre peuple, parce que notre peuple existe. Un Chinois n'a pas, il ne voit pas pourquoi il va faire une thèse sur les Bretons. Pourquoi un Africain va faire une thèse, surtout d'anthropologie, sur les Bretons ou sur les Italiens? Ils ont leur propre anthropologue, ils n'ont qu'à faire leurs travaux. Nos enfants doivent faire les travaux sur leur peuple. Savoir d'où ils viennent. Et moi, je l'ai vu trop tôt, parce que déjà en Afrique tout petit, je rêvais de votre devoir. Je ne rêvais que ça, de ça. Quand je dormais, je voyais mon peuple qui partait. Et si je suis allé à Gorée, alors que j'avais à peine 14 ans, c'était parce que Gorée m'interpellait. Je devais savoir ce qui s'était passé. Aujourd'hui, on vient de découvrir qu'il y a Bimbia. On nous joue des fantaisies. Nous étions le peuple le plus peuplé de la planète. Rien que le Congo, qui est là, a perdu 14 millions de ses enfants. Je dis rien que le Congo. Alors on vient nous dire, les chefs africains ont vendu 10 millions d'Africains. Avec quel argent? Nous allons démystifier l'histoire. Quand nous aurons démystifié l'histoire, je crois que notre peuple va commencer à retrouver sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, on nous humilie. Et nous-mêmes, nous participons à cette humiliation parce que nous voulons des diplômes qui ne nous apportent rien du tout. Je dis que lorsque nous faisons des travaux scientifiques,
qui n'apportent rien à notre peuple, ils ne valent pas un sou. Ce n'est pas des travaux scientifiques, c'est des travaux d'esclaves. C'est nous qui travaillons ici. Les Caraïbes, on les a dessinés, c'est nous qui avons développé la Guadeloupe, mais elle ne nous appartient pas. C'est nous qui avons développé les Caraïbes, ne nous appartiennent pas. Nous avons développé les États-Unis, l'Amérique, après que les gens aient décimé les Amérindiens. Allez dans le Mississippi, vous n'êtes pas chez vous. J'ai été à Cuba à une conférence et j'avais été invité par un lycée de jeunes filles. Une de nos petites sœurs se lève. Elle me pose une question brûlante. Chaque fois que je me souviens de sa question et je la vois, j'ai envie de pleurer. Elle me demande, comment est-ce que vous pouvez accepter que des Blancs viennent prendre notre pays? Je lui ai dit, mes petites sœurs, regarde, vous êtes ici, à Cuba. Encore que ce n'est pas ici que vous êtes le moins bien logé. D'autres sont au Brésil, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Guadeloupe, d'autres sont en Guyane, d'autres sont en Martinique. Notre peuple a été dispersé dans le monde. Et nous ne savons même plus, nous non plus, nous sommes. Nous ne savons même plus où nous allons. Moi, pour que je te parle ou je vais te parler en espagnol, ce n'est pas notre langue, c'est la langue de notre professeur. Alors, je suis venu vous dire, il est possible que je ne puisse plus jamais revenir ici. N'ayez pas peur.